Alors bonsoir tout le monde, à ce nouvel épisode de Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. Aujourd'hui, on parle d'un article qui a été publié dans la revue récemment qui s'intitule Les événements mystérieux de l'école Ariel, l'hypothèse des marionnettes, et qui a été écrit par Gideon Reid, qui est comment dire, un enquêteur d'orientation ufosceptique britannique, hein. Et alors son article a été, enfin, il nous a soumis son article en anglais et puis il a été traduit par nos soins, donc c'est un article original, bon, basé sur un blog qu'il avait écrit précédemment, mais enfin, on en parlera. Voilà, et pour en discuter, malheureusement, l'auteur n'est pas là aujourd'hui, mais il y a, Goulvan qui est là. Salut Goulvan. Salut. Et Renaud, salut Renaud. Salut à vous. Voilà, alors donc, oui, bah, pour continuer mon explication, c'est vrai que, bon, le cas Ariel, c'est un cas extrêmement célèbre, hein, de la casuistique ufologique. Donc c'est un incident qui s'est passé au Zimbabwe en le 16 septembre 1994 et on dit que 62 élèves, c'est comme ça que c'est présenté généralement, de l'école d'Ariel ont, vu pendant la récréation, un soucoupe atterrir et des extraterrestres sortir, flotter au-dessus, enfin bon, pas tout à fait clair. Com Communiquer télépathiquement avec eux et et donc c'est un cas, bon, considéré comme extrêmement, comment dire? Convaincant, en général dans la littérature ufologique, hein, présenté il y a eu de nombreux, documentaires sur YouTube, il y a j'ai fait une recherche l'autre jour pour voir un peu, mais des vidéos YouTube qui en parlent c'est légion. Hem Ouais, entre autres parce qu'évidemment John Mack, qui était un psychiatre de Harvard, a été enquêté là-dessus. Voilà, et donc en fait, bon, il y a plusieurs, brièvement, pour, i la plupart des sceptiques en fait, considèrent que c'est plutôt, une hystérie collective, hein, ou quelque chose de cet ordre-là, hein, mais Gideon Reid avait proposé son hypothèse, heu, de marionnette, et donc, bah, beaucoup de gens ne sont pas d'accord avec son hypothèse. Sur, même parmi les sceptiques ou la rejettent, et cetera, mais bon, il avait publié ça sur un blog et je savais que c'était un universitaire quand même, et donc qui était, en plus, il est très actif sur Twitter. Du coup, je me suis permis de le contacter et lui dire: «Bah, écoute, tu es un universitaire, tu as ça, plutôt que ce soit sur un blog, ce serait pas mal de ce serait cool si tu le mettais en forme et que tu nous le soumettais à notre vue, comme ça, bah, si ça passe le peer review, ce qui s'est produit, ben, je veux dire, ça sera publié dans quelque chose de, enfin, dans la littérature scientifique, quoi, plutôt que, voilà, c'est toujours le truc, publier des études sur des blogs ou des machins. Alors voilà, mettre un peu tout ça à plat et expliquer vraiment, les détails et voilà, il a joué le jeu, donc ça, c'était super, c'est comme ça que ça s'est fait. Bah, voilà un peu pour l'explication du point de départ, je sais pas, Goulvan ou Renaud, si vous voulez, qu'est-ce que vous en avez Heu, passé de l'article? du reste, pour les gens que ça peut intéresser, donc le peer review a eu lieu en anglais, du coup, et donc il a soumis son manuscrit en anglais, il a été évalué en anglais et ensuite il a été, traduit, par, Neftali et Renaud, des gens de notre équipe, et donc les 2 manuscrits, en fait, à la fois anglais et français, sont disponibles sur le site. Comme ça, si vous voulez, remonter à la version d'origine. Et il y a même dans l'article lui-même, il y a un lien vers le blog en question. Donc vous pouvez retracer complètement la chaîne, et il y a d'ailleurs pas mal de liens dans l'article en lui-même sur, des vidéos, des témoignages, des choses comme ça. Donc ça permet de bien s'imprégner de cette histoire que, évidemment, étant un petit peu enfin, étant moins versé dans l'ufologie que Jean-Michel, moi j'ai un peu découvert avec cet article. Donc j'ai aussi, cherché un petit peu sur, YouTube, et j'ai été assez, impressionné par la quantité, en fait, de vidéos, de reportages, de podcasts qu'on peut trouver avec, certains qui ont été vus, des centaines de milliers de fois, y compris certaines vidéos en français. Et donc c'est vrai que ce cas est vraiment intéressant, je trouve, et moi j'aime bien la façon
dont l'auteur a construit son article. Parce qu'il y a, d'abord cet effort de, remettre en place un petit peu le contexte. Parce que c'est vrai que quand on écoute, par exemple, quand on découvre ce cas avec, certaines vidéos, certains podcasts de personnes qu'on qualifierait peut-être plus comme des tenants, on va dire, de de du fait que c'était un ovni et que c'était une preuve de visite extraterrestre, on va mettre en avant le fait que voilà, il y a une soixantaine d'enfants qui ont rapporté quelque chose, qu'il y a des dessins, que donc du coup, ce serait improbable qu'ils aient tous vu la même chose, et cetera. En plus, il n'y avait pas spécialement de raison qu'ils soient influencé par une histoire, quelconque, et en fait, le début de l'article met déjà ça, met en évidence qu'il y avait des incohérences dans certaines des témoignages ou en tout cas des différences. Incohérence, c'est un peu fort comme terme, que la façon dont les témoignages ont été collectés a pas été, très rigoureuse et que donc il y a pu y avoir déjà des «contaminations» entre guillemets des histoires les unes avec les autres. Le moment où ça a eu lieu, en fait, c'était donc 2 jours après une rentrée atmosphérique d'un lanceur satellitaire, enfin, il y avait justement eu des histoires dans les médias à l'époque que c'était peut-être justement, des ovnis. Enfin, donc il y avait déjà un certain contexte autour de ça. Et donc du coup, voilà, la 1re partie de l'article revient un petit peu à cette mise en contexte de comment de ce qui se passait, de comment les informations ont été collectées. Ensuite, ça met un peu en avant justement les peut-être certaines des incohérences ou en tout cas de la variété des témoignages qu'il y a pu avoir, et ensuite ça arrive justement sur cette hypothèse des marionnettes que moi, de prime abord, sans connaître spécialement le cas, en plus, j'imaginais voilà, c'est ça, on parle bien de l'OVNI. Alors c'est pas en Afrique du Sud, c'est au Zimbabwe, c'est juste un tout petit peu au-dessus, au nord-est. Mais et donc en fait, dans la deuxième moitié de l'article, il y a des photos de certaines marionnettes donc en fait, qui étaient des très grandes marionnettes. C'était des choses, à taille humaine qui étaient, beaucoup utilisées, dans cette région-là, à cette période-là, notamment dans le cadre d'une campagne de sensibilisation, par rapport à, l'épidémie de sida, en fait. Et donc, du coup, quand on voit les photos, des marionnettes en question, quand on voit le contexte dans lequel les témoignages ont eu lieu, en fait, l'OVNI se serait pas posé juste à côté de l'école, mais à, 100 ou 200 mètres, derrière des herbes hautes. Je trouve que finalement l'hypothèse tient quand même raisonnablement debout. Et en tout cas, je trouve que l'analyse de ce qui s'est passé, du contexte est vraiment intéressante dans cet article. Donc je trouve que moi j'ai vraiment beaucoup aimé, et puis étant un peu le personne en tant quoi ici, de nous 3 probablement celle qui connaissait le moins cette histoire-là, moi j'ai trouvé ça très intéressant parce que j'ai aussi découvert quand même une histoire, vraiment intéressante dont on a beaucoup parlé en plus. Ouais, juste 30 secondes et puis je te laisse la parole, Renaud, mais pour le contexte et Gideon Reid n'en a pas tellement parlé, mais quand même pour le contexte, c'est vrai que les gens peuvent avoir l'impression, bah, oui, c'est une école en Afrique et donc i les enfants seraient en dehors du du contexte, enfin, Mmh. seraient pas exposés à la culture occidentale, n'auraient jamais vu de science-fiction et cetera, enfin, il y a tout un imaginaire là derrière. Bon, déjà une région du monde qui serait pas exposée aux mythologies occidentales, je serais curieux d'en voir vraiment une, mais en plus, si vous regardez vraiment l'école en question, c'était une école avec, assez riche, hein, quand on voit les interviews des enfants, avec, une population, à la fois de blancs un peu, précédemment, je pense qu'elle était issue de là il y avait une population de l'apartheid qui était dedans, enfin blanche, et puis, là, à l'époque des événements, c'est plus le cas, c'est une population mixte, mais c'est quand même une population très aisée, ils ont un terrain de tennis et cetera, donc s'imaginer que ces gens-là ne regardent pas,
la BBC, locale et cetera, c'est Céline donc bah, bon, il peut avoir cet argument derrière: «Bah, oui, c'est en Afrique, donc il y aurait pas de contamination culturelle». Bah, non, c'est pas du tout vrai, quoi. Ouais, Renaud, tu en penses quoi de ces enfin, tes premières Je vais impressions sur déjà l'article? réagir à ta remarque qui est très intéressante et qui m'a fait penser, à un travail de Bertrand Meeus qui s'est trouvé, être donc un sociologue et philosophe français, qui s'intéressait à l'ufologie énormément, qui a écrit sur le sujet et au lien avec la science-fiction et la culture. Et il a, été amené à travailler au Gabon pendant quelques années en tant qu'enseignant détaché là-bas et il a fait passer des tests aux enfants de «dessine-moi», je sais plus comment était la consigne, mais en gros, «dessine-moi un ovni». Et les enfants des années, 77 au 1980 étaient tout à fait capables, de décrire cet imaginaire auquel ils étaient peu exposés. C'était vraiment dans des villages, des choses comme ça, mais qui étaient déjà, très imprégnés, très diffusés, internationalement donc et on est tous, en fait, maintenant préparés et la contamination là, les événements dont on parle, ils ont lieu en 1994, elle était déjà, en place depuis très longtemps, quoi. Et sinon pour réagir, à l'article, moi, j'avais été exposé au documentaire de John Mack, qui avait été repris par Stéphane Alix en France, donc le fondateur de l'INRES, et qu'il avait mis sous forme d'article, sous forme d'un documentaire qu'il avait, diffusé. Alors je crois que c'est un DVD bonus de son émission Enquête extraordinaire et en tout cas, c'était considéré, en tout cas monté en sauce, comme un des cas de rencontre du troisième type les plus fous, qu'on ait eu, puisqu'on a, enfin, plus de 60 témoins. Ils ont l'innocence d'enfants, qui n'ont aucune motivation à frauder, quoi, enfin, à raconter des crasses. En plus, ils ont été, assez perturbés par l'événement et gênés par ce qu'ils étaient amenés à raconter. Donc voilà, ça c'était, j'avais toujours eu ce son de cloche-là, sans aller fouiller plus que ça parce que, bon, je suis pas non plus, très versé dans l'ufologie, mais c'est vrai que j'avais été exposé. Et du coup, j'ai trouvé intéressant d'avoir une occasion de regarder un peu des travaux, de plus près qui essaient de remonter, la machine et de comprendre, en fait, en détail ce qui a pu se passer. Sachant que, il y a des références qui sont données à ça, mais ça peut devenir un cas d'école, de, le manque de fiabilité ou la question du témoignage, en tout cas. C'est-à-dire comment, certains de ces individus, encore aujourd'hui, sont probablement vraiment convaincus, d'avoir été, face à des extraterrestres. Ils ont des descriptions assez terrifiantes de l'événement, qui ont marqué vraiment leur vie, c'est bouleversant et pourtant ça pourrait être complètement faux. Et c'est là que c'est assez intéressant de voir qu'il y en a qui sont revenus sur leur témoignage, que finalement il y en a qui ont rien vu, mais qui ont imité ou reçu un peu le message des autres et donc on a tous les cas de figure de ce qu'on aimerait étudier et ça c'est ta spécialité, Jean-Michel, hein, c'était vraiment ton travail de thèse, les aspects d'influence psychologique et sociétale, systémique sur, le vécu. Voilà. Oui, c'est ça, ouais, c'est un cas absolument fascinant, hein. Mais donc les enfin, donc c'est vrai que généralement, donc les un peu mis à part la thèse de enfin l'article de Reid ou son hypothèse des marionnettes là, en gros les sceptiques jusqu'à présent, ils avaient surtout pointé, les les erreurs dans l'enquête qui avait été réalisée, hein. C'est-à-dire principalement, bah, qu'ils avaient mis tous les enfants ensemble quand ils les ont interrogés, donc après ils viennent on nous ressasse tout le temps dans les documentaires, les témoignages sont cohérents entre eux, bah, forcément, si on les interviewe ensemble, il y a pas de raison qu'ils soient pas cohérents entre eux. Ça aurait été un peu le b.a-ba ou le minimum syndical de d'interroger séparément, interroger séparément les témoins et puis bon, après il y a le problème avec Mac, mais je suppose qu'on reviendra dessus. Mais, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2023, il y a eu un documentaire qui s'appelle Encounters. Il est sur Netflix, hein, sous un autre titre que je ne saurais pas dire comme ça de mémoire. Mais, voilà, il y a ils ont fait un épisode, sur Ariel et dans cet épisode-là, donc ils ont interviewé un, je suis pas sûr je vais massacrer son nom, mais c'est pas grave. Enfin, il s'appelle Daylin, j'imagine. Donc, qui était un enfant à l'école et alors là, ce qu'il dit lui, c'est que il aurait vu un rocher qui brille au loin et que ça pendant la récréation et que ça aurait eu, il voulait pas enfin, il voulait créer une distraction parce qu'il avait pas envie d'aller au cours suivant, en gros et il aurait crié à l'extraterrestre à cause du fait qu'il y avait,
une grosse présence des extraterrestres, enfin des vaisseaux des soucoupes volantes dans les médias la semaine qui précède à cause d'une rentrée atmosphérique, hein, c'est ce que Goulven a évoqué, et que ça aurait généré chez les autres, enfin les autres enfants seraient rentrés dans son jeu et c'est ce qui aurait créé le phénomène auquel on assiste maintenant. Du coup, bon, ça serait un peu ça l'hypothèse alternative. D'ailleurs, même quand je parle de l'hypothèse des marionnettes, bah, il y a des sceptiques qui me disent: «Bah, oui, bah, Dailin là, il a pas mentionné de marionnettes dans son témoignage, il parle juste d'un grand rocher qui reflète le soleil». Du coup, en gros, est-ce que les marionnettes seraient obsolètes? Enfin, donc c'est un peu les deux hypothèses en concurrence, en gros. Enfin, je sais pas si elles sont vraiment en concurrence, mais pourraient peut-être être complémentaires. Mais en tout cas, voilà. Souvent maintenant, à l'heure actuelle, on dirait: «Ben non, les marionnettes ne sont pas nécessaires vu qu'on a ce témoignage-là». Hem, Ceci dit, moi, en tant que sceptique ou faux-sceptique, je pense qu'il y a un aspect méthodologique, c'est dans les observations, c'est toujours de rechercher un stimuli qui pourrait avoir généré l'observation, plutôt que de dire, c'est purement dans la tête du témoin, et donc c'est pour ça que j'aimais bien l'approche aussi de Gideon Reid, de se dire: «On va voir s'il y a peut-être un stimuli, qui soit à l'origine». Bon, évidemment, si on prend le témoignage de Daylin, le stimuli, ça serait un rocher, qui reflète la lumière du soleil, qui aurait suffi à générer la chose, voilà. Je sais pas trop, ce que vous en pensez? C'est vrai que moi je trouve ça aussi intéressant d'essayer de quand même de vérifier quelle pourrait avoir été la source s'il y avait eu un stimuli qui a peut-être pas été vu par tous les enfants, mais par certains ou parce que je trouve que, il y a un côté un peu, heu, heu, allez, paresseux, c'est trop fort comme mot, mais j'avais dismissive qui me vient en anglais, donc voilà, voilà, un équivalent. De dire, bon voilà, à partir du moment où on peut mettre en avant le manque de robustesse de la façon dont les témoignages ont été collectés et le fait qu'il y a, voilà, il y en a qui, peut-être, qui finalement plus tard ont admis qu'ils avaient menti ou exagéré ou que certains ont dit avoir vu quelque chose parce qu'ils étaient en groupe. Heu, ça, je trouve que ça vaut la peine quand même d'essayer d'aller un tout petit peu plus loin et de voir s'il y avait quelque chose qui s'est passé autour, comme peut-être donc des marionnettes ou sait-on quelque chose d'autre, que de dire: «Bon voilà, on maintenant qu'on voit que la source n'est pas aussi, pas suffisamment fiable pour pouvoir affirmer qu'il y a 60 enfants qui ont vu simultanément une soucoupe volante et des aliens en sortir». Voilà, je trouve que c'est une bonne démarche et un bon effort d'essayer de voir quand même qu'est-ce qui pouvait être à l'origine de ce truc-là, comme l'a fait, l'auteur de l'article, même si voilà, il y a des questions qui vont rester en suspens et d'ailleurs je trouve que c'est assez honnête de la part de l'auteur de l'article, à la fin de l'article, de le mentionner et de dire: «Bon voilà, en même temps, si c'était vraiment un groupe de marionnettistes, qui étaient à proximité de l'école, comme c'est une histoire qui a quand même été très célèbre, qui est tournée dans les médias, pourquoi ils ne se sont pas manifestés?» Voilà, ça répond pas à tout, mais je trouve que c'est bien de faire l'effort de pas juste dire: «Bon voilà, l'hypothèse OVNI, on a suffisamment de preuves pour la discréditer, donc on va pas plus loin». Ça, je ça 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 me dérange un peu comme approche, donc aller chercher qu'est-ce qui s'est passé dans les alentours, quel pouvait être en effet le contexte ou le stimuli. Je trouve que c'est appréciable et c'est en ça que j'aime bien cette approche qu'a eu l'auteur. Moi, je trouve aussi, que j'ai appris des choses par rapport à John Mack, donc je ne sais pas si tout le monde le connaît, mais c'est un brillant, psychiatre, de Harvard, qui avait vraiment fait des choses, ben, pour arriver à être prof de psychiatrie à Harvard, il faut y aller quand même. Et puis, il est, tombé amoureux de cette thématique des enlèvements extraterrestres petit à petit. Il a rencontré des gens et effectivement, en 94, il publie le livre qui va le rendre célèbre, un peu une icône pop, sur les abductions, où il a, 14 personnes qui ont témoigné en fait, sous hypnose, d'avoir été enlevées. Donc il détaille,
qui détaille les récits, en fait, qu'ils lui ont fait et il a sélectionné parmi, d'autres personnes, qui ont fait de tels récits. Mais ça va, jouer un rôle très important dans sa carrière. Alors il se trouvait que peu avant, j'avais lu, la biographie que Ralph Blumenthal avait consacrée à John Mack qui s'appelle The Believer, Le Croyant et il s'est trouvé vraiment, pris au piège parce que ses collègues ont dit que sa méthode était nulle, et que ses résultats étaient du coup, vraiment cramé quoi, enfin et il était mal en fait, hein, sur un plan professionnel, ce qui fait qu'il a quasiment perdu son boulot. Il était vraiment dans une enquête, mmh, disciplinaire, de haut niveau. Il a dû fermer des choses, des projets de recherche et cetera. Donc on sent que le mec, il a besoin de quelque chose. Et alors, il va là-bas parce qu'il entend parler de ces événements-là. Il est contacté, je ne sais comment, mais il se rend immédiatement sur place, dès, fin novembre, 1994. C'est ce que l'article nous explique et il donne une série de conférences sur les abductions. Donc déjà, en termes de neutralité dans la méthode, ben, tout le monde sait, ce qu'il, pense, ce qu'il croit et sa mode d'interprétation et puis il fait, une enquête qui n'est pas très, millimétrée quoi, hein. C'est vraiment je prends des témoignages à gauche, à droite, je nage là-dedans, hein, je patauge et ce qui est très intéressant, j'avais pas pris conscience de ça, c'est qu'il ne parle pas de ces événements, il ne publie aucun des rapports, vraiment il clairsème quelques témoignages à gauche, à droite dans ses bouquins, mais il en fait pas une trace écrite qui pourrait dire qu'il considère que ce sont des preuves que les extraterrestres sont vraiment arrivés. Je pense que lui-même, il sentait que c'était fragile. Et donc je me dis: «Mais comment ça se fait que j'associe autant à John Mack, ces événements?» Et ben, parce que en fait, c'est le choc des images. C'est qu'il y a eu des reportages, des reconstitutions, où on le voit, interviewé à ce sujet, commenter l'affaire et on voit bien que c'est ça aussi qui fait que le truc est passé dans le domaine public d'une certaine façon. C'est qu'on a une sorte de figure d'universitaire qui est très convaincu, qui donne une interprétation, très très sérieuse, très posée, de la chose. Ce sont des extraterrestres qui sont venus, les enfants l'ont vu, et ce même universitaire, si on l'interrogeait sur ses publications ou les preuves qu'il a réunies en faveur de sa thèse, bah, il aurait rien à donner, en fait et c'est ça qui est un c'est un gouffre, on il y a un écart là, assez monumental. Oui, donc c'est mentionné dans l'article, je pense que ça avait été mis en avant par d'autres sceptiques, mais il y a un décalage entre, donc la première enquête, enfin les premières interviews qui ont été faites par quelqu'un d'autre et puis quand Mac arrive 2 mois plus tard, hein, parce que donc il y a déjà un gros décalage quand il arrive et à partir de quand Mac arrive, en fait, la nature d enfin certains éléments du témoignage changent. Les enfants commencent à parler de télépathie et qu'il y aurait eu un message écologique, que les extraterrestres leur auraient dit, que que les extraterrestres leur disaient qu'on polluait trop la planète et contre le nucléaire. Or, Mac était un militant de ce côté-là aussi et avait fait des publications sur le sujet, donc les extraterrestres, tout d'un coup, avaient les mêmes préoccupations de Mac, donc de ce côté-là, ça montre un peu l'influence aussi des questions guidantes et la manière dont il a posé les questions a influencé, les témoignages, quoi, donc ça, c'est aussi assez impressionnant, hein. Oui, c'est quelque chose qui m'a, ouais, qui m'a interpellé justement quand j'ai regardé quelques vidéos qui présentaient l'histoire justement et donc voilà et maintenant c'était il y a 30 ans donc il y a certaines, vidéos qui présentent l'histoire aujourd'hui en intégrant en fait ça dans le canon, si j'ose dire, et en disant voilà, et d'ailleurs, il y a des gens qui en effet donc considèrent que c'est en effet une des un des témoignages, d'OVNI les plus, les plus crédibles et convaincants pour l'hypothèse, de visite extraterrestre. Donc du coup, il y a certaines, il y a certains podcasts, certaines vidéos qui, hem, qui s'appuient là-dessus et qui disent voilà, il y a, un exemple de rencontre du troisième trip et du troisième trip, du troisième type et de contact entre, donc des extraterrestres et des enfants et une preuve de télépathie, et alors qu'en fait, ces histoires de télépathie, c'était absolument nulle part, dans les témoignages initiaux et c'est vrai que c'est, bah, en fait, c'est l'empreinte
de John Mack quand il est arrivé. Alors ce qui en soi, moi personnellement, je travaille dans l'environnement, il faut, voilà, il faut protéger la planète, hein, il y a pas de problème, c'est pas la question, mais ouais, n'empêche que ouais, c'est vraiment, révélateur quand on remonte à la source des témoignages et qu'on regarde l'historique de quand les témoignages ont été collectés, comment, par qui et quand est-ce que certains détails ou certains angles, commencent à apparaître. Là, c'est vraiment super révélateur, quoi. Parce que les 2 livres de Mac qui ont été, best-sellers l'année, enfin en 94 ou l'année précédente, justement, parlent exactement de ça. Parce que par ailleurs, Mac, c'est quelqu'un qui, voilà, il s'appuyait quand même sur une carrière universitaire qui était vraiment solide et qu'il avait écrit pas mal de bouquins. Je me demande s'il n'avait pas eu un prix Pulitzer ou quelque chose comme ça. Donc c'est un type, voilà, c'est un type qui venait d'Harvard, un professeur établi, qui avait écrit plein de bouquins, avant de se passionner pour l'ufologie et donc évidemment quand il est arrivé, sur ce cas, il, heu, il, voilà, il a amené, d'une certaine façon, son aura et sa crédibilité, mais comme Renaud le pointait du doigt, paradoxalement, en fait, dans son travail universitaire, il y a en fait, il y fait quasiment pas référence, quoi. Donc ça, c'est vrai que c'est assez intéressant et c'est intéressant de prendre conscience de ça en regardant, en remontant vraiment à la chronologie des événements, Ouais, moi je pensais peut-être revenir sur enfin, il y a quand même toujours l'idée que c'est des enfants, donc ils ne mentiraient pas, et d'ailleurs c'est abordé un petit peu par l'auteur de l'article. Bon, la discussion qu'il en propose est intéressante, hein. Moi c'est vrai après, Renaud, tu me donneras ton avis sur la question, mais moi j'ai toujours chez les sceptiques, on va toujours dire, bah, la avec l'affaire des faits du Cottingley, bah, ça a clairement établi que des enfants, c'est des avec les 2 fillettes là qui ont pris des photos des faits là, avec Arthur Conan Doyle, hein, qui avait été convaincu de la réalité des faits après ça. Bah, c'est pas parce qu'on est face à des enfants, que des enfants ne mentiraient pas. Bah, au contraire, ils ont l'imagination fertile et créative et puis ça moi je dirais, c'est comme des adultes en fait. Une fois qu'ils se rendent compte qu'ils ont menti et puis qu'il y a des gens importants qui les ont crus, c'est très difficile de faire marche arrière, hein, et de dire, «Ouais en fait, voilà». Bon, enfin bref, voilà, pour ce que je dirais, moi, ça m'a jamais, enfin l'idée, alors évidemment là, il y a beaucoup d'enfants, mais après il y en a quand même apparemment moins que 60 quand on compte effectivement qui dit exactement avoir vu quoi, mais enfin, c'est vrai qu'il y en a un grand nombre, donc il y a effectivement il y aurait eu un phénomène de contagion sociale. Mais ouais, toi, sur le mensonge des enfants, tu en penses quoi, Renaud? Oui, tout à fait, c'était déjà, connu dans le champ de la recherche psychique. Si vous prenez, Frank Podmore, qui est un des fondateurs, un des pionniers de la Société de recherche psychique de Londres. Quand il travaillait sur les cas de poltergeist, il repérait, lui, que c'était plutôt effectivement des jeunes enfants qui amenaient les événements, qui pouvaient mentir, tricher, etc. Il avait développé sa théorie Naughty Little Girl, la vilaine petite fille. Donc c'était déjà dans l'air du temps en disant, mais attention, méfiez-vous quand même. Et à la même époque, en psychiatrie, par exemple, vous avez Ernest Dupré en 1905 qui élabore cette notion de mythomanie, qui est vraiment maintenant passée dans le langage courant. Mais la mythomanie, c'est aussi l'observation de cette obsession du mensonge, le mensonge qui s'auto-entretient, un mensonge par opposition, relationnel, pour attirer aussi l'attention, etc. Donc il y avait déjà des tableaux cliniques et des constats qui étaient faits là-dessus. Mais on voit que, enfin, euh, c'est Mac qui est naïf, mais c'est aussi nous qui sommes naïfs parce que on aime cette histoire. Ça se passe en Afrique, un pays sauvage, non pas, pas assez coloré, déformé culturellement par la culture ovni des États-Unis. Des enfants là dans l'histoire. Les témoignages seraient accueillis dans des formes d'entretien qui ne seraient pas suggestifs. Donc là, on oublie en fait le soupçon, qui est vraiment à la base d'une démarche scientifique, sceptique, ce qu'on veut. Et Mac, il avait déjà fait ses erreurs parce qu'il recueille des témoignages sous hypnose en générant probablement des faux souvenirs ou au moins des embellissements narratifs, etc., du fait des conditions dans lesquelles il recueille tout ça, et il ne repère pas. Il ne repère pas le problème méthodologique que ça pose, que ce soit avec des adultes, avec des enfants ou quoi que ce soit. Enfin, on a l'impression qu'il a beau être
à la pointe de ce qui se faisait en termes de psychiatrie et cetera. Il y a plein de choses, qui sont élaborées depuis un siècle dans la méthodologie de psychologie et de psychiatrie, qui passent complètement à la trappe avec lui. Ouais, c'est clair, il y a des choses comme ça qui sont assez étonnantes. Ouais, au niveau des enfants, il y a aussi à dire, je pense que il y a eu des cas similaires, avec les visions mariales, hein. À Medjugorje, il y avait 6 enfants qui ont après ils sont un peu plus âgés, c'est des adolescents, le plus jeune a 10 ans lors de l'observation initiale de la Vierge. Enfin voilà, les souvent les gens oublient, qu'on a des choses similaires, mais dans d'autres contextes, dans d'autres mythologies, heu, que la mythologie ufologique, hein, donc Oui avec le et d'ailleurs sur cette affaire-là, je ne sais pas si vous connaissez le travail de Louis Bélanger. C'est un chercheur québécois qui s'est trouvé à enquêter sur place et qui a eu accès au premier enregistrement des 1ers témoignages des enfants et cetera. Enfin vraiment les 1ers jours et qui a pu, documenter. Il y a un bouquin, enfin assez unique sur les apparitions de Medjugorje où il montre étape par étape comment les témoignages se fondent dans les attentes et le dogme local pour générer, une des apparitions qui, est la plus attractive sur le plan touristique, pour la région. Donc là, il y a des enjeux, économiques en tant que religieux et cetera qui se sont mêlés à tout ça et comment, il y a eu une carrière pour ces jeunes enfants et ados, qui a duré très longtemps pour certains d'entre eux qui sont vraiment, rentrés là-dedans, d'autres ont fini par quitter. Mais voilà, on peut avoir des enquêtes très précises montrant comment, un vécu, ben, je veux dire là, s'ils ont vu un truc qui leur a fait peur et qui était peut-être tout à fait réel comme des marionnettes, on peut générer un témoignage qui peut, partir sur une mythologie propre. Bah, oui, j'imagine en plus que voilà, quand même cette histoire avec le le battage médiatique, enfin, est soutenu quoi, que le fait que ça reste, une histoire importante du monde ufologique. Je pense qu'il y a certains de ces témoins qui continuent à être régulièrement sollicités, et donc peut y avoir en effet, oui, un effet d'entraînement, collectif et donc moi finalement, enfin je sais plus lequel de vous 2 a dit ça, que d'une certaine façon les enfants se comportent peut-être pas d'une façon si différente que ça des adultes. Parce que s'il y a des effets de groupe comme ça et que, tout le monde commence à faire des témoignages, on commence à être, interviewé, à la limite si on est, la personne parmi un groupe de 60, qui a rien vu, à la limite, est-ce qu'on va juste, se taire et puis laisser les autres continuer à témoigner? Ou est-ce qu'on va, vraiment être la personne qui va prendre la responsabilité de mettre le pied sur le frein et de dire, «Ouais, mais en fait, je suis pas si sûr» et puis même la façon dont on peut être, parce que finalement, même si quelqu'un individuellement a rien vu, mais qu'il y a des gens autour de lui qui ont vu quelque chose ou qui ont eu l'impression de voir quelque chose et qui ont eu sincèrement peur, bah, ça en soi, c'est aussi une expérience forte qui peut, voilà, qui peut être choquante, qui peut être, enfin et ça, je pense que c'est pas spécialement même pas propre aux enfants, mais c'est vrai que à nouveau, dans certaines des vidéos ou des podcasts que j'ai vus ça et là, c'est vraiment les 2 trucs qui m'ont marqué, c'est aussi ce que vous releviez, quoi. C'est le l'attrait pour, et la vision, que certaines personnes ont de voilà, ça s'est passé en Afrique. Enfin, j'ai entendu des podcasts où il y a des gens qui disaient: «Ah oui, il faut imaginer que ces enfants ont pas accès à la télévision». Je disais: «Mais attendez, mais» en fait, l'école en question, c'est une école privée, une des meilleures écoles de la ville. Alors c'est une petite ville au sud de la capitale, mais enfin, c'est une ville qui fait quand même 20 000 habitants. C'est, des les classes sociales les plus hautes de cette région-là. Évidemment, ils ont la télé, ils ont la radio, ils sont au courant de, voilà, surtout si ça faisait, 2 ou 3 jours que qu'on parlait de suite à cette rentrée atmosphérique de possibles, visions d'OVNI et trucs comme ça, évidemment qu'ils étaient au courant de ça. Et puis après, c'est pareil, ouais, le côté enfant, j'ai entendu des gens qui étaient là, «On sait bien que les enfants sont purs, qu'ils vont pas mentir», et vous rigolez, vous avez rencontré des enfants, J'exagère, mais bon, heu, vous vous souvenez pas quand vous étiez enfant vous-même d'ailleurs? Voilà, je sais pas moi, si vous m'aviez connu à 8 ans,
Ouais. Heu, Je viens de faire une courte recherche sur Google parce que c'était une question, qui se posait. Apparemment, le quart des enfants vont démarrer des mensonges à partir de 2 ans. Voilà. Ils ont la parole, ils vont mentir. Donc c'est pas quelque chose qui leur est interdit. Enfin, là, on dit pas qu'ils ont menti, hein. En l'occurrence, ce que dit l'auteur, c'est que c'est une méprise, voilà, tout simplement, et après ça s'est enfoncé. C'est devenu peut-être, du mensonge, mais ça l'était pas forcément dès le départ. Ouais, c'est ça. Oui, d'ailleurs, au CNIGU, là, le groupe du faux sceptique, au lieu de dire, «L'herbe est toujours plus verte ailleurs», ils disent à propos du fait que là, on a une sorte de fantaisie de l'Afrique, enfin des cas qui sont très, très loin, qu'on a du mal qu'on peut pas vraiment bien enquêter. Ils disent, «L'extraterrestre est toujours plus vert ailleurs», hein, parce que voilà, c'est ça l'idée avec, des c'est en Afrique, alors c'est loin et c'est vrai qu'il y a quand même eu le problème de, bah, voilà, même l'auteur de l'article, bah, il a pas pu aller enquêter sur place donc on a le problème de la distance, hein, géographique et bah, c'est un cas qui sera probablement, jamais véritablement résolu mais on essaie quand même de faire ce qu'on peut, mais voilà, une en plus, ça montre une fois que l'enquête de départ est mal faite, ça devient vraiment très compliqué de dire quoi que ce soit, hein, de définitif sur un cas, Oui, alors c'est vrai que, bon, là, donc l'auteur, lui, il défend et moi j'aime bien l'idée, hein, évidemment, j'ai toujours été enfin, a priori, j'aime bien l'idée d'une méprise, hein, avec quelque chose, hein et là, ce qu'il propose parce que bon, il montre des éléments du témoignage et avec les marionnettes, des marionnettes qui pourraient être à l'origine du stimuli et c'est vrai que ça se ressemble vraiment à certains détails, enfin certains détails correspondent vraiment bien, à ce qu'il a pu trouver en termes de marionnettes. Mais bon, si on imagine et même dans l'hypothèse des marionnettes, mais bon, si on imagine, bon voilà, qu'on a un des enfants qui a généré, en disant: «Ah, il y a des extraterrestres là-bas» et puis que tout le monde se met un petit peu à mentir, mais une fois que les adultes commencent à poser des questions, à mon avis, on est quasiment face non, parce qu'on parle de mensonges, mais je voudrais quand même prononcer le mot de faux souvenir à un moment donné, quoi. C'est-à-dire que à un moment, surtout, avec les enfants, quand on leur pose tellement de questions et sans arrêt, on leur fait revivre l'événement en leur donnant des idées sur qu'est-ce qu'ils ont vu et cetera, en leur suggérant des choses, bah, ce ne serait pas étonnant qu'ils aient, enfin, la littérature sur les faux souvenirs est vachement étendue maintenant et on sait que ça peut avoir ce genre d'effet, donc ce serait pas étonnant que les adultes qui parlent maintenant, soient totalement convaincus de ce qu'ils disent et souvent on a dit: «Oui, mais ils ont l'air sincères». Oui, ben, ils ont peut-être complètement créé, un faux souvenir, lié à l'événement à l'heure actuelle, hein. Ouais, je pense qu'on a un peu fait le tour, à moins qu'il y ait quelque chose qui nous aurait échappé, mais est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Là, j'en vois pas, mais non, sinon c'est bon pour moi. Boulevard, et du coup des actus dont tu voulais nous parler? Oui, voilà, c'est pour vous prévenir, vous inviter à rester attentif à ce qui va, se passer et être publié sur le site de la revue, puisque là, on a donc discuté de cet article qui a été publié il y a, environ, 3 semaines. Mais déjà dans l'intervalle, il y en a un autre qui a été publié donc par, Olivier Sartenard, de l'université de Namur, de Namur, oh mon Dieu, toutes mes excuses. Toutes mes excuses. Voilà, bah, donc ils discutent, notamment du concept de scientisme et donc il n'était pas disponible là aux dates qu'on avait disponibles pour faire des lives d'ici la fin de l'année, mais il a dit qu'il était intéressé pour en faire un, donc ça arrivera peut-être, dans le courant ou le début de 2025 et on va avoir, vraisemblablement 3 autres articles à être publiés d'ici la fin de l'année, et donc voilà, donc restez attentifs. Donc peut-être du coup on va faire, peut-être certains lives avec un certain, différé entre la publication des articles, on va voir un petit peu, mais en tout cas on a plein de choses à vous proposer pour occuper vos fêtes de fin d'année avec, des choses assez variées qui vont aller Et on vous de remercie, quoi. On vous remercie beaucoup de soumettre et n'hésitez mmh pas, voilà,
Vous voyez, il y a eu quelques refus d'articles, hein, c'est arrivé, déjà, comme toutes les revues, mais en général, c'est des remarques constructives qui sont faites, qui permettent, d'améliorer les travaux. On publie même finalement des choses qui nous sont soumises, en anglais et du coup, voilà, ça vient de plein d'horizons, ça enrichit vraiment un peu le paysage, donc voilà, faut pas hésiter, quoi. Mais c'est ça, vous allez avoir, quand même, des choses qui vont, aller de l'ufologie aux cryptides, à l'épistémologie. Bon, et on remercie aussi tous les gens qui, review, les articles, parce que, bah, c'est un travail, qui est, quand même qui prend du temps, qui demande, qui est, et qui est en fait vital, au travail de la revue. Donc merci beaucoup à vous et puis, merci aux gens qui écoutent, aux gens qui participent au live, aux gens qui aident aussi à la vie de la revue, à travers, la mise en forme, des articles, les relectures, gérer le site web, tout ça. En définitive, merci à absolument tout le monde. C'est ça que j'avais envie de dire. Très bien, bah, écoutez, merci pour tout, encore pour cette discussion. À la prochaine, Goulvan. Et Ciao vous, Renaud. à bientôt. Ciao, À ciao. bientôt. Bye bye.